Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue à CS à l'érable, votre podcast 100% soccer canadien. Aujourd'hui, c'est le 9e épisode de la saison 2. Malheureusement, notre cher ami Hedi Raphaël a eu un empêchement, donc ça sera moi qui va animer aujourd'hui. Depuis, suite à mon absence de la semaine dernière. Depuis, il s'est passé pas mal de choses dans le soccer canadien, autant du côté des équipes nationales que des équipes nationales féminines surtout, que du côté de la CanPL. Les camps de pré-saison ont commencé, il y a eu des transferts encore et encore. Donc, on va surtout se pencher du côté d'Ottawa. Donc, il y a eu des signatures, notamment, il y a eu évidemment celui qu'on attendait tous, Ben Fisk, du Pacific FC, qui est parti. On m'a informé que c'était avec beaucoup de peine qu'il a quitté le Pacific FC. Ça a été la première signature du club. Il y a aussi eu Ajay Khabra de FC Edmonton, milieu de terrain canadien. C'était le dernier joueur d'Edmonton qu'on attendait des nouvelles et il a signé à Ottawa. Il y a Malik Hamilton de Cavalry et il y a eu le premier joueur du Fury d'Ottawa qui est resté dans sa ville, qui est Antoine Copeland. Je crois il a 15 ans, c'était l'un des plus jeunes joueurs à jouer, ou le plus jeune joueur à jouer à USL, et c'est le plus jeune joueur à signer en CanPL. Il y a également Michel Jao-Zandri, qui est un défenseur formé à l'Académie de l'Impact et originaire de Trois-Rivières. Il y a aussi un défenseur canadien, Kunle Dadaluki, qui jouait au Danemark, et un gardien qui est Ricky Gomez, qui joue au Portugal. Sinon, ailleurs dans la ligue, les principaux transferts qu'il y a eu, il y a eu James Pantemis qui a été prêté au Valor de l'Impact de Montréal. Ça faisait des semaines qu'il y avait des rumeurs à ce sujet-là, et là, ça a été officialisé. En même temps, Valor a confirmé la signature de José Galan, joueur espagnol qui était là la saison dernière. Il y a aussi eu le Cavalry FC qui a obtenu le prêt d'un joueur du Toronto FC qui est Robert Boskovic, qui était l'année passée au Ottawa Fury. Actuellement, les autres équipes, sinon poursuivent leur camp d'entraînement. Il y a plusieurs joueurs qui sont invités, qui passent d'une équipe à l'autre. Par exemple, Steven Furlano de York Knight est en train de faire un essai avec Cavalry. Donc, je pense qu'on va avoir des nouvelles assez vite pour les autres signatures. Sinon, les choses suivent son cours. La Ligue a sorti aujourd'hui un communiqué, aujourd'hui le 12 mars, un communiqué concernant le coronavirus, indiquant que suit la situation de près et que il y aurait possibilité que les matchs soient reportés ou que la Ligue soit suspendue. Par ailleurs, le Saskatchewan Soccer Summer Series a annoncé la signature de joueurs. C'est assez particulier parce que c'est pas un club en tant que tel. Et il a annoncé également que les matchs amicaux contre le FC Edmonton vont être annulés. Donc, c'est tout pour la section CanPL. Après la pause, on va discuter soccer féminin avec deux invités. Bonjour à tous, nous sommes de retour à CS à l'érable et nous avons deux invités de marque. Vous les avez tellement appréciés la dernière fois qu'on les a réinvités. Georges Sanchez, comment vas-tu aujourd'hui, Georges? Très bien, merci. Et vous autres? Et merci. Et Alexandre, comment ça va, Alexandre Gangué-Ruzic? Ça va bien, ça va tout le monde. Je pense que je suis en forme. J'espère que vous êtes tous en forme et je suis prêt à parler du soccer féminin. C'est parfait, c'est parfait. Alors, comme vous le savez, les dernières semaines, il y a eu le tournoi de qualification CONCACAF pour la Coupe du monde du vin, et dans laquelle notre équipe nationale féminine a eu une performance, disons, mitigée. Au premier tour, l'équipe est passée avec 4 points, c'est-à-dire une victoire, une nulle, une défaite.
Une victoire 2-0 contre le Salvador. Ensuite, un match nul 0-0 contre le Guatemala. Et une défaite 3-1 contre la Jamaïque. Et ensuite, en quart de finale, il y a eu le match contre les États-Unis. Et ce qui devait arriver est arrivé. Vous avez pensé quoi de cette nouvelle génération? Georges, toi, t'en as pensé quoi? Ben, moi, je trouve que c'est quand même la preuve que le reste du monde rattrape le Canada. J'aurais pensé qu'ils auraient fini plus haut dans leur groupe. Encore plus qu'il y avait un gros noyau de l'équipe qui était avec 17 il y a 2 ans, qui ont fini 4e à la Coupe du Monde. Alors, de rater la qualification pour la Coupe du Monde pour une deuxième fois de suite, ça veut dire qu'il va y avoir un groupe de joueuses qui n'auront pas la chance de jouer à la Coupe du Monde U20. Considérant qu'après les Olympiques cet été, il va y avoir 3 ans pour la prochaine génération de se préparer, c'est une chance ratée, selon moi, pour que les jeunes peuvent acquérir de l'expérience. C'est vrai parce que, faut dire, après le U20, c'est le senior. Donc, après ça, s'ils n'ont pas l'occasion de vivre une compétition internationale à 20 ans, ça va être difficile après pour les Jeux olympiques seniors ou la Coupe du Monde. Les Jeux olympiques, c'est senior dans le féminin. Et toi, Alexandre, t'as pensé quoi de cette nouvelle génération? Ben, les résultats, ça m'a déçu. Je pense, en tant que avec nos jeunes, sur le côté féminin, on veut qu'ils performent, on veut qu'ils passent à des tournois comme Georges il a dit, on veut qu'ils jouent dans des moments compétitifs pour que quand ils passent à la première équipe, ils ont déjà un peu ce feu-là, ils ont eu l'expérience d'avoir la compétition d'un très haut niveau et je pense de voir pas seulement les résultats mais aussi comment ils ont joué, ils étaient quand même assez, tu pouvais voir que c'était pas le même Canada qu'avant. Avant, ils avaient ces avantages-là, comme Georges avait dit. Puis, on peut voir comme l'écart, ça commence à diminuer. Puis, c'est un peu concernant. Mais en même temps, il faut pas oublier qu'il y avait quand même une couple de joueuses très bonnes qui ont moins de 20 ans, qui sont avec l'équipe senior, ce qui est bien. Mais je pense que même sans ces joueuses-là, dans le futur, tu espères que le programme serait assez profond en termes de joueuses pour pas être si affecté par cette manque des joueuses comme Hoytema et Grosso par exemple. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait juste être un accident de parcours et que cette génération va peut-être profiter de la retraite éventuelle des joueuses plus anciennes de l'équipe nationale pour faire sa place ou c'est une génération à sauter? Tu en penses quoi, Georges? Mais c'est sûr qu'ils ont 3 ans pour se préparer pour la prochaine Coupe du Monde, mais chaque opportunité ratée de jouer le plus haut niveau disponible, ça reste une chance ratée. Et alors, vous allez avoir des joueuses qui ont joué peut-être une Coupe du Monde à U17, puis ils vont passer 5 ans avant de jouer dans une prochaine grande compétition. Oui, il y a des joueuses U20 ou des jeunes qui sont déjà avec l'équipe senior, c'est bien, mais il y a toujours le problème avant, il y avait des générations qui rataient des chances de jouer parce qu'il y avait un noyau avec l'équipe senior qui restait tout le temps avec l'équipe. Là, la génération qui va rater n'est pas à cause qu'il y a un empêchement pour qu'ils accèdent au prochain niveau, mais ils n'ont pas cette expérience de haut niveau. Et j'ai constaté, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir de suivre au moins les autres matchs, mais il y a encore des massacres qui se font notamment avec l'équipe américaine. Il y a eu l'équipe américaine en phase de groupe a fait un 9-0 contre Cuba, un 4-0 contre la République dominicaine et un 11-0 contre le Honduras. Est-ce que vous croyez que les États-Unis gardent quand même leur place dominatrice de la CONCACAF et que le Canada stagne et se fait rattraper par les autres équipes de la CONCACAF? Comment tu vois ça, Alex? Ben, c'est sûr, parce qu'on voit sur le niveau senior, les États-Unis, ils sont quand même... Il y a des équipes qui peuvent être compétitifs avec les États-Unis. Il n'y a pas ce si grand écart, mais sûrement sur les jeunes, ils ont tellement de joueuses à choisir. Il y a des joueuses qui jouent à des bons niveaux, même si on peut des fois douter le niveau universitaire, ils en ont tellement qu'il me semble chaque cycle qu'ils ont un nouveau dizaine ou vingtaine qui sort, qui sont déjà au top. Et puis on voit au Canada, on n'a pas cette même continuité là où chaque génération il y a déjà
ils n'ont pas les mêmes numéros, ils n'ont pas le brut que les États-Unis ils ont. Et puis c'est un peu, ça montre les problèmes avec le programme, parce que quand tu n'as pas ces numéros-là où tu peux risquer être aveuglement trouver ces bonnes joueuses-là, il faut avoir des méthodes à les trouver. Je pense pas de ce qu'on a vu récemment avec les jeunes, parce que c'est quand même, ça fait une coupe de monde qu'ils ont raté, si je suis correct. Et puis, je pense que pour le Canada, ça devrait pas être le cas, parce que sinon, on va avoir un écart éventuellement dans l'équipe senior. Et si on voit cet écart-là, est-ce qu'on va peut-être, et si on gagne pas un grand tournoi, est-ce qu'on va regarder dans 20, 30 ans et dire, oh, est-ce que le Canada a vraiment raté leur chance? Alors, je pense que ça commence avec les jeunes. On a besoin un peu de changement avec la formation des jeunes joueuses, et puis pour, dans le futur, aider l'équipe senior pour que quand leur génération, on va dire dorée, quand ils sont complètement partis, est-ce qu'il va y avoir les remplacements? À ce moment, on n'est pas sûr à complet s'ils vont être là. Et toi, Georges, tu en penses quoi? Est-ce que tu constates que, comme je disais, les États-Unis restent en haut, massacrent pas mal les autres équipes, et le Canada se fait rattraper par les autres nations de la CONCACAF? C'est sûr. Je pense honnêtement que la CONCACAF, à part les États-Unis puis le Canada qui stagne, n'est pas une des plus fortes confédérations dans le soccer mondial pour les femmes. Alors, on voit des pays beaucoup plus petits que le Canada qui commencent à être compétitifs avec nous au niveau jeunesse. C'est juste une question de temps. Ils vont avoir des générations. Je pense que la différence, certains pays, ils n'auront pas la continuité cycle après cycle de rester compétitifs, parce que je pense qu'ils vont manquer une profondeur, mais il ne faut pas juste regarder à l'interne de la CONCACAF. Je pense à travers le monde, il y a de plus en plus de pays qui sont capables de fournir des joueurs U17, U20, seniors. Je suis partie prise, mais on regarde l'Espagne qui n'avait pas fait une Coupe du Monde en senior avant 2000. Puis récemment, ils ont fait un match 1-0 contre les États-Unis. Ça fait longtemps que le Canada n'a pas fait un match 1-0 contre les États-Unis au niveau senior. Ouais, c'est vrai Il y a des points qui sont très inquiétants. Il y a des signes très inquiétants pour le futur du soccer canadien féminin, selon moi. Et au niveau de l'équipe senior, il y a eu cette semaine le tournoi de France, dans lequel le Canada n'a gagné. Ça faisait quand même longtemps que le Canada n'a pas joué contre des équipes hors CONCACAF depuis la Coupe du Monde, si je me trompe pas. Là, c'était l'occasion, petit rappel là, pour nos auditeurs. Tournoi de France, c'était comme un mini championnat entre la France, les Pays-Bas, le Canada et le Brésil. Donc, c'était 3 équipes qui n'étaient pas CONCACAF. Ça donnait l'occasion d'affronter des nouvelles équipes. Ça se passait dans le nord de la France. Et le Canada, le premier match, c'était contre le pays hôte, la France. C'était une victoire française 1-0. Par la suite, le deuxième match était contre les Pays-Bas, c'était un 0-0. Et le dernier match, enfin, il y a eu des buts du côté canadien. Ça a été un 2-2 contre le Brésil. Dans l'optique des Jeux olympiques qui arrivent bientôt, si le coronavirus les annule pas, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez que ça augure mal? Est-ce que c'est juste c'est des matchs à ne pas prendre en compte, puis on verra sur place. En plus, il y a un match amical contre l'Australie bientôt à Vancouver. Là, t'en penses quoi, Alex? Un peu comme le tournoi CONCACAF, on a vu un peu des bonnes choses. On va pas dire que c'était tout le noir, on n'a rien vu de bon, mais en même temps, beaucoup de questions sont ouvertes pour moi. Après ce tournoi, j'ai pas vu des trop grands pas en avance. Bien sûr, avec des matchs amicaux, on n'a pas besoin que les joueuses on n'a pas besoin des 4-0, on n'a pas besoin de 3 victoires sur 3. Ce qu'on a besoin, c'est voir qu'ils progressent dans leur jeu, qu'ils prennent un style, qu'ils intègrent des jeunes joueuses. Et on a vu un peu de ça, mais on n'a pas vu de façon assez consistante. Une chose que je pense pour tout le tournoi sur un tout, c'est que ils n'étaient pas assez consistants pour moi. Tu vois, dans le premier match contre la France, ils avaient eu un petit 30 minutes où ils étaient vraiment compétitifs. Mais le reste du 60 minutes, c'était la France qui dominait. Et puis, même chose contre la Hollande.
c'était un match plus complet, mais même il y avait les premiers 30 minutes, la première demi, ils étaient un peu endormis. Puis après, la deuxième, ils ont gagné ce carton rouge-là, ils ont commencé à dominer. Puis même chose, Brésil, ils dormaient le premier demi, le deuxième, ils ont dominé. Je pense que c'est un peu concernant parce que on espère qu'ils puissent jouer 90 minutes parce que, comme on a vu, ça peut vraiment... Ils auraient pu gagner le match contre le Brésil ou contre la Hollande s'ils étaient plus consistants. Et je pense que ceci, de façon générale, était mon plus grand souci. Regret. Ouais, souci, regret. Puis, à part ça, dans le jeu lui-même, j'en ai vu du progrès, mais en même temps, je pense que ça aurait été bien de voir plus je pense, peut-être la deuxième demi du match contre la Hollande. Bien sûr, ils avaient un joueuse de plus, mais quand Kenneth Heiner-Muller a finalement mis les jeunes en position d'attaque parce qu'il y avait le joueur extra, c'était super. Je pense que ça montre un peu ce qu'on disait la dernière fois. On veut vraiment pousser vers la jeune génération, et quand ils ont joué, pour la plupart, ils ont montré ce qu'ils peuvent amener. Je pense dans un tournoi comme ça aurait été bien de leur voir plus. Et s'ils font leurs erreurs, au moins c'est un match amical, c'est pas une demi-finale d'un grand tournoi. Et laisse-leur apprendre, laisse-leur faire ses erreurs. Alors quand tu es à un grand match et tu regardes sur le banc et puis tu as une jeune joueuse, tu peux leur faire confiance. Et toi, Georges, t'as pensé quoi de la prestation de l'équipe canadienne lors du tournoi? Je suis pas mal du même avis. C'est le manque de constance. Puis ça, qu'est-ce qu'on avait parlé la dernière fois? C'est quoi le but en ce moment pour le programme national? Est-ce qu'on veut préparer une belle prestation pour les Olympiques ou est-ce qu'on veut préparer la relève pour le cycle qui va venir après les Olympiques? Moi, j'ai trouvé que contre la France, oui, il y avait eu des séquences où ils ont été compétitifs, mais on voyait que la France, qui ne serait pas les Olympiques parce qu'il y a juste 2 équipes de l'Europe qui vont, il était nettement supérieur. Il y avait une vision, un plan d'attaque, une philosophie de jeu, un schéma tactique. Le Canada était de reculons. On voyait que le Canada était plus préparé pour faire un jeu de contre-attaque puis s'ajustait totalement. Le deuxième match contre les Pays-Bas, c'est quand même le finaliste à la Coupe du Monde. Un 0-0, c'est pas un mauvais résultat, mais encore là, c'était un match où le Canada était sur la défensive. Puis je dis encore, on voyait pas, on peut pas dire c'est quoi la philosophie de jeu des Canadiennes. Au moins contre le Brésil, de perdre 2-0 dans un match amical, puis se battre pour revenir, puis faire match nul, c'est un signe positif quand même. Mais si on demande c'est quoi le schéma tactique des Canadiennes, c'est quoi la philosophie de jeu, moi je vois pas une réponse. Il n'y a pas un style défini encore, et on manque du temps. C'est comme on fait sur place. On recule pas trop. On n'avance pas, c'est sûr, mais il y a plus de doutes que de questions répondues, selon moi. Il y a quelques semaines, on avait annoncé la liste des joueuses que Canada Soccer a décidé de retenir pour allouer, vous vous rappelez, les joueuses qui reçoivent comme leur salaire est payé par Canada Soccer dans la NWSL. Et on avait constaté, Hedy et moi, que il y avait beaucoup de trentenaires dans cette liste-là. Et on se questionnait sur le cycle, est-ce qu'à un moment donné on va-tu passer à une nouvelle génération, est-ce qu'il va y avoir un passage de flambeau? Par la même occasion, j'ai une question pour vous qui mérite réflexion. Est-ce que vous pensez, parce qu'on est d'accord que c'est pas demain qu'il y aura une ligue canadienne féminine, peut-être dans quelques années on l'espère, mais pour l'instant non. Est-ce que vous pensez que le salut passe par la NWSL ou par l'Europe? Est-ce que vous pensez que c'est mieux que de plus en plus de Canadiennes aillent en Europe jeunes comme Huitema en ce moment? Ou est-ce que c'est mieux qu'elles passent par le réseau universitaire américain pour ensuite aller dans la NWSL? Toi, t'en penses quoi, Alex? Non, moi, si possible, je suis tout pour ce que Huitema fait. J'adore quand ces joueuses-là ils vont en Europe parce que même s'ils vont à un niveau, c'est peut-être même, bien sûr, on connaît pas, on a une idée de la niveau de compétition entre la NWSL et puis les équipes européennes, mais quand même si tu vas en Europe, par exemple, pour Huitema à 18 ans, tu vis tout seul pour la première fois, il faut s'habituer à aller à l'entraînement, juste l'adversité là, ça te fait grandir comme joueuse.
on dirait même l'apprentissage sur le terrain, c'est un bonus à ce point-ci. Et on voit ça avec les joueurs, par exemple, sur le côté masculin. Un grand exemple pour moi, c'est Jonathan David. Au lieu de rester dans le circuit canadien MLS, il s'est poussé, il est allé en Belgique et regarde-le maintenant. Et je pense Hoytema sur le côté féminin, c'est un super exemple. Si l'opportunité est là, prends-le, va te tester, va vraiment te forcer même si c'est sortir de ton zone de confort, parce que des fois dans le circuit universitaire, tu restes dans ton zone de confort, et on voit ça avec quelqu'un peut-être comme Jessie Fleming, qui est toujours une de nos meilleures joueuses, et je pense qu'elle a que 22 ans, il reste beaucoup de temps pour elle, mais je pense que si elle aurait allé en Europe à genre 18 ou 19 ans, elle serait à un autre niveau comparé à maintenant, parce que ce que j'ai trouvé, c'est première, deuxième année d'universitaire, elle a progressé, mais dernièrement, elle a un peu stagné. Elle est un peu trop confortable, et tu peux voir qu'elle est juste prête à prendre un autre niveau. Alors, je suis toujours pour les joueuses. C'est ce que je souhaite qu'ils fassent. Et toi, tu en penses quoi, Georges? Mais il y a beaucoup j'ai vu un peu les échanges que vous avez faits avec Adi pour la liste des athlètes qui étaient subventionnés pour l'NWSL, mais c'est une liste qui est un peu faussée, justement parce qu'il y a des athlètes qui vont jouer en Europe maintenant. Parce que des critères, c'est que les athlètes doivent jouer dans NWSL, puis ils doivent faire partie de l'équipe nationale. Donc, si tu enlèves Ashley Lawrence, si tu enlèves Buchanan, tu enlèves Jessie Fleming qui est encore universitaire, tu enlèves Huitema qui est allé en Europe aussi, tu enlèves ceux qui sont encore à l'université, mais il ne reste pas beaucoup de joueuses de l'équipe nationale qui sont éligibles à être subventionnées. Donc, ce n'est pas un cas que Soccer Canada décide de subventionner les joueuses les plus âgées, c'est qu'il reste juste elles à qui donner l'argent. Je vois où tu vas en venir. Ouais, c'est que c'est souvent les plus âgés qui reviennent comme en Amérique du Nord à la fin de leur carrière. C'est sûr que si Ashley Lawrence jouait dans NWSL, elle serait sur une des 9 ou 10 joueuses qui avaient une subvention. Mais quand ils jouent en Europe, ils font un salaire qui est un peu plus intéressant déjà, puis ils ne font pas partie de l'entente. L'entente qui était faite avec la NWSL, c'était vraiment pour essayer de réduire la masse salariale de la Ligue. Alors, il reste ces 9 joueuses, c'est juste eux qui restent en Amérique du Nord qui sont éligibles. Alors, c'est bien, mais tant qu'il n'y en a pas une façon de récupérer les meilleures joueuses canadiennes tous ensemble, je suis d'accord avec Alex. Je pense avoir la chance de jouer pour Lyon ou Paris Saint-Germain ou jouer en Angleterre avec Manchester City, Arsenal, peu importe. Je pense que c'est la meilleure option parce qu'ils vont vivre comme un pro 10 mois par année. Et on s'entend que le soccer en Amérique du Nord, surtout du côté féminin, il a bien progressé, mais ça reste que l'Europe, c'est l'Europe. On pourra dire ce qu'on voudra, l'Europe, ça reste l'Europe. C'est un environnement aussi de soccer dans lequel les joueuses vont pouvoir bénéficier. Est-ce que vous pensez que Helen Muller, c'est sa dernière chance, les Jeux olympiques, ou est-ce qu'on va être indulgent en disant oui, c'est la fin d'un cycle et on va laisser repartir sur des bonnes bases? T'en penses quoi, Georges? J'espère qu'il est sur sa dernière chance. Honnêtement, par contre, je pense que les résultats à la Coupe du Monde, ou même pas à la championnat CONCACAF U20, change un peu la donne parce que je pense que si les U20 auraient passé en Coupe du Monde, ça aurait donné un peu plus de munitions pour que Rhian Wilkinson soit promu tout de suite avec l'équipe nationale tout de suite après les Olympiques parce qu'elle aurait conduit une génération de joueuses en U17 qui ont fini 4e à la Coupe du Monde. Elle aurait pu transmettre ces mêmes joueuses une autre chance dans une Coupe du Monde U20. Ça donnerait la chance de continuer son travail avec les seniors. Est-ce que c'est ça qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut rester dans le côté formation avec les jeunes? Peut-être c'est son but. Mais je pense qu'il y avait une progression naturelle de prendre l'entraîneur qui avait travaillé avec les jeunes, former une vision de jeu avec eux, puis ramener ses joueuses avec l'équipe senior, où elle a déjà travaillé avec les seniors comme adjoint et comme coéquipière. Mais je sais pas si Rhian est prête pour prendre la relève. Est-ce que tu veux ramener un autre coach pour 3 puis retarder l'arrivée de Rhian avec l'équipe nationale? Je sais pas. Mais
moi, j'ai des doutes sur cet entraîneur, sur Muller. J'aime pas qu'est-ce que je vois de l'équipe depuis qu'il est en place. Je sais pas s'ils peuvent s'en sortir. Puis ma crainte, c'est qu'il va aller peut-être gagner une médaille de bronze encore aux Olympiques, puis on va penser que tout est réglé, puis tous les problèmes sont réglés. Puis je pense pas, parce que en 2016, on a gagné une médaille de bronze, puis on a fait du reculon depuis. Ouais, non, mais même en 2016, on a gagné 2 médailles. Ouais. Les Olympiques, de suite, ouais. On a gagné 2 de suite, mais on pense à chaque fois, mais la réalité, c'est que les Olympiques, c'est une compétition moins relevée qu'une Coupe du Monde. Ben, les qualifications sont faites différemment et tout. Donc, Mais c'est ça. Tu as 2 équipes d'Europe, t'as moins d'équipes, puis la façon que les équipes sont reparties, ça fait une compétition moins relevée. Et toi, t'en penses quoi, Alex? Est-ce que ça passe ou ça casse pour Alan Moller? Ben, j'espère que, comme un peu George a dit, ça soit la fin pour lui un peu. Pas parce qu'il a été mauvais, mais parce qu'il n'a pas assez progressé le programme. Je pense, tu le vois, il semble motiver les joueuses, elles semblent aimer jouer pour lui, mais il semble juste, il n'a jamais pris le pas en avant d'être assistant. Je pense qu'il ferait un bon assistant. Mais en termes de coach, je vois pas une identité tactique. Je vois pas des décisions tactiques qui m'inspirent. J'aime pas comment, même dans des matchs amicaux, quand des grandes équipes, ils vont juste mettre 8-9 joueuses derrière le ballon pour essayer de faire un nul-nul. Ils essaient pas d'utiliser leur talent et puis de réparer les erreurs qu'on voit de match à match. Et je pense pas juste de façon tactique qu'il est juste le bon choix pour coach. J'aimerais avoir quelqu'un plus progressif qui peut donner à Canada un style de jeu, un jeu plus offensif parce qu'ils ont tellement de joueuses talentueuses en attaque et puis on voit quelqu'un comme Sinclair ou Reutemann ou Léon, quand ils jouent, ils sont en avant et puis ils ne reçoivent pas le ballon. Pourquoi pas, on voit pas des décisions comme on met 5 milieux de terrain, essayer des nouvelles choses pour avoir des jeux de transition. Même quand tu vois, ils n'ont pas progressé de façon technique, les joueuses. Ils font des passes, ils ne peuvent même pas recevoir des passes dans l'espace. On peut voir que juste de façon tactique, ils ne sont pas au niveau où j'espère qu'ils sont. Et sûrement avec le talent qu'ils ont, ils devraient être à un plus haut niveau de là où ils sont maintenant. Mais ce n'est pas à dire que c'est un mauvais entraîneur sur le tout parce que l'entraîneur c'est pas juste les tactiques, c'est la personnalité, etc. Et je pense peut-être ça serait bien que si je suis sûr à ce point il va pas être content s'il se passe, mais s'il peut l'enlever et mettre quelqu'un de nouveau, super. Mais s'il veut rester comme assistant, je suis pas contre ça, mais je suis sûr à ce point-ci ça va pas se faire. Alors ça se peut que la meilleure option soit que les deux côtés juste ils se partent de leur côté de façon amicale. Et actuellement, il y a un litige qui oppose l'équipe nationale féminine américaine à la fédération au niveau des primes. Là, pendant ce temps-là, au Canada, on semble pas avoir ce problème-là. Mais au niveau du développement des filles, il y a eu une question qui s'est posée en Colombie-Britannique du côté d'Alex. Il y a eu il y a actuellement des tentatives la énième tentative d'implanter une ligue semi-professionnelle. Et là, la condition pour un dépôt de dossier, c'est d'avoir une équipe masculine et une équipe féminine. Vous pensez quoi de fixer ça comme condition? Parce que si je me trompe pas, là, je suis sûr à peu près 95%. Au Québec, je suis sûr, ça a commencé, le semi-professionnel a commencé par le masculin exclusivement et après on a inclus le féminin. En Ontario, je crois qu'également on a commencé par le masculin, mais ça je suis pas sûr. Vous pensez quoi de cette mesure qu'on veut mettre en place en Colombie-Britannique, d'ailleurs, qui est la terre de Huitema et Grosso? Toi, t'en penses quoi, Georges? Mais, malheureusement, il y a toujours ce barème de mesurer le soccer féminin avec le soccer masculin. Juste pour revenir, tu as parlé un peu du litige qui existe en ce moment aux États-Unis. Je pense que ce litige a pris une tournure très forte dans les derniers jours avec les informations qui ont sorti un peu dans la presse, un peu partout, qui va changer, pas juste pour ceux qui suivent le soccer féminin, mais dans l'opinion publique, quand tu es une compagnie comme Coca-Cola qui décide de mettre en question leur soutien de Soccer USA,
parce que la direction de Soccer USA dit mais c'est normal que les hommes gagnent plus, c'est plus important, c'est plus sérieux, ils sont plus tactiquement, on peut pas parler que c'est le même travail, mais c'est une réalité, c'est que c'est les hommes qui prennent la plupart des décisions dans le sport tout confondu, donc les hommes prêchent pour les hommes. C'est une réalité qui ne changera pas tant que je pense que le changement c'est un peu comme un porte-avions, un bateau. Ça tourne pas vite comme un bateau de course. C'est ça qu'on voit partout. Pourquoi les salaires sont un pourcentage très bas comparé aux hommes? Parce que je pense que les hommes contrôlent un peu les choses comme ça. Il y avait une étude, c'est un peu écarté du sujet, mais il y avait une étude qui faisait que il y a 25 ans, il y avait beaucoup de femmes qui coachaient dans le sport féminin. Mais quand il y avait la chance de faire des salaires dans le sport féminin, soudainement, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient prêts à coacher sur le côté féminin parce qu'ils pouvaient faire de l'argent, puis les femmes ont écarté. C'est un peu la réalité, c'est l'argent qui mène tout, c'est les hommes qui décident tout. C'est comme dire, on vous donne la chance d'avoir une équipe féminine, mais les hommes doivent en avoir un, c'est sûr. C'est plat, mais c'est la réalité. Ouais, mais c'est que au niveau de la Colombie-Britannique, Alex, corrige-moi si je me trompe, c'est que on voulait justement éviter que ça soit juste des candidatures masculines. Est-ce que je me trompe, Alex? Ben oui, c'est parce que la Colombie-Britannique, ils n'ont pas le Ligue 1 Ontario ou en Québec, c'est PLSQ, non? Exactement, oui, Première Ligue Soccer du Québec. Ouais, alors on essaie de créer une première division amateur, alors pour que dans une dizaine d'années, ça serait genre le deuxième niveau professionnel. Et puis, mais parce qu'ils en ont pas un du tout, alors, mais ils veulent pas avoir un retard sur les équipes féminines, alors ils veulent que les organisations, par exemple, pour un exemple, un TSS Rovers, je sais pas si tu as jamais entendu parler. Oui, c'est à Burnaby, hein? Ouais, South Burnaby, ils jouent en USL League 2. C'est fort probable qu'ils jouent. Eux, ils ont déjà un programme féminin. Alors peut-être ils ne sont pas le meilleur exemple, mais s'ils veulent joindre à cette ligue-là, il faut montrer qu'ils seraient prêts à accommoder une équipe féminine et une équipe masculine pour que la ligue, qui est supposée débuter en genre, je pense, 2021, pour qu'ils ont deux circuits masculins-féminins avec le même montant d'équipe pour qu'il y ait les mêmes opportunités pour avoir les joueurs et les joueuses. Moi, je trouve, honnêtement, je trouve que c'est intéressant comme proposition. C'est que la Colombie-Britannique veut installer du semi-pro, du soccer semi-professionnel, une ligue de soccer semi-professionnel dans sa province. Et il considère qu'il doit avoir une parité là-dedans. Je trouve ça intéressant parce que ça force les clubs à mettre en place un programme semi-professionnel autant masculin que féminin, au lieu de faire comme le Québec et je crois l'Ontario aussi, de commencer par le masculin et après inclure le féminin. Donc, moi, je pense que ça peut être intéressant comme approche. Et si ça fait en sorte qu'il y aura moins de candidatures, ben tant pis. Là. Je veux dire, oui, mais excusez pour interrompre, mais si on parle de parité, pourquoi la condition c'est pour avoir une équipe féminine, il faut avoir une équipe masculine? Non, mais en fait, c'est que, Georges, si je comprends bien, c'est que ce que j'avais compris, c'est qu'il semblait y avoir plus de candidatures du côté masculin, donc on a demandé que la candidature masculine inclue une féminine. Parce que c'était pour éviter ce qui s'est passé au Québec, justement. Oui, mais au Québec, c'est pas un cas, c'est qu'ils n'avaient même pas pensé, parce que j'étais impliqué, parce que ça touchait le bassin plus petit, puis ils savaient pas s'ils allaient affecter, par exemple, le réseau universitaire, les réseaux de la Ligue élite, etc. Donc, ils ont fait l'essai avec le côté masculin. C'est pas une question de dire, mais on va prioriser côté. Ils ont dit, on va faire ça côté masculin, puis quand les reins vont être solides, on va rajouter le côté féminin. Ils ont dit, si tu veux une équipe masculine, il faut absolument avoir une équipe féminine, je suis fantastique. Je trouve que c'est une bonne initiative. Oui, c'est ce qui semble avoir été pris. Ouais, non, c'est ça l'initiative. En plus de ce que j'ai lu, j'ai lu un article il y avait un ou 2 mois. Ils sont très stricts sur la matière. Je pense ils ont besoin d'avoir certaines conditions à avoir avant qu'ils puissent mettre leur application
pour que pas seulement il peut avoir une équipe masculine et féminine, mais pour que ça soit solide, parce que je sais que les équipes en Colombie-Britannique, ils veulent que cette ligue-là, ça dure, qu'il y a des équipes solides, que c'est pas toujours une équipe part, une équipe rentre, etc., etc. Ouais. Est-ce que vous pensez que justement ces réseaux professionnels-là comme League One Ontario, PLSQ et maintenant peut-être BC League One, ça peut être une solution ou parce que inévitablement les meilleures joueuses vont aller dans les universités américaines ou aller jeunes en Europe comme Witema. Qu'est-ce que tu en penses, Georges? Mais la dernière fois, on avait parlé un peu de la viabilité de l'ICANPL. Non, là, je parle pas de KPL, je parle vraiment du développement. Non, mais ça, je veux dire, c'est que malheureusement, le bassin est tel qu'est-ce qu'il est. Que ce soit la Ligue Ontario One ou la FPQSL, on prend la ligue qui existe déjà, on change de nom, puis on l'appelle la semi-pro. Ça n'agrandit pas le bassin, ça ne donne pas une meilleure qualité de coaching, ça n'augmente pas le niveau de jeu. La seule chose qu'il fait, c'est de donner l'impression d'avoir une ligue semi-pro. Mais c'est les mêmes joueuses qui jouaient ici au Québec, c'est les mêmes joueuses qui jouaient dans les équipes de Division 1, Ligue Élite, qui maintenant sont regroupées dans 5 ou 6 ou 7 équipes semi-pro. Mais c'est les mêmes joueuses pareilles. Moi, je pense qu'il faudrait regarder des façons que nos meilleures joueuses, des jeunes, ont la chance de voir ailleurs, de jouer. Si on fait des échanges, si on n'a pas un CanPL, mais au moins les meilleures équipes de Ligue 1 de Québec et de BC dans un futur temps, ils jouent un genre de crossover de temps en temps. Là, ça va devenir quelque chose d'intéressant. Il faut donner quelque chose, un plus. Genre des matchs des étoiles, par exemple, entre les meilleurs de chaque équipe. Ou ça peut être des matchs clubs qui voyagent. Si on regarde, par exemple, puis je prends l'exemple, aux États-Unis, dans le basket ou dans le football, ils jouent des matchs à l'intérieur de leur conférence, mais à chaque année, il y a un certain nombre de matchs à l'extérieur de la conférence. Donc, il faudrait dire, OK, mais les équipes de la semi-pro au Québec, mais il faut que vous allez chercher 3 matchs en Ontario puis 3 matchs à BC, en plus de vos matchs de ligue à l'intérieur du Québec. Mais au moins, ça fait un plus. La joueuse qui joue dans une équipe semi-pro, elle va avoir quelque chose que la fille qui joue dans la Division 1 provinciale n'a pas. Mais quand tu joues pour l'équipe de Laval en Ligue 1, ou tu joues pour l'équipe de Laval en semi-pro, puis tu vas jouer contre l'équipe de Québec, c'est les mêmes joueuses qui jouent une contre l'autre. Okay. C'est quoi l'extra qu'ils ont? C'est ça j'ai toujours dit ça à Québec. Oui, on a une ligue semi-pro au Québec, super, mais les filles ne sont pas payées, puis c'est les mêmes filles qui jouent dans la même ligue, mais le nom a changé. C'est juste ça qui est différent. Je comprends ton point. Toi, Alex, tu en penses quoi? Non, c'est un très bon point, puis je vois ce que tu dis. Je pense que ça serait super, bien sûr. Il n'y a pas de CanPL féminine, mais un idéal serait, par exemple, s'il y en avait une, par exemple, la Coupe nationale, comme le championnat canadien, si ces équipes-là participaient pour avoir une nouvelle compétition et avoir juste des tournois intra-provinciaux juste pour qu'ils puissent se tester, ça serait super. Mais sur le côté BC, peut-être, sur le côté BC, ça va être bien. J'espère que ça va donner une opportunité à plutôt les jeunes joueuses qui sont un peu dans cette 15, 16, 17, 18, avant qu'ils soient à un niveau professionnel, qu'ils puissent se tester pour que quand ils arrivent à 18, 19 ans, ils sont pas peut-être forcés à prendre le choix universitaire. Ils ont déjà eu ce test. Ils peuvent se dire de façon confiante, OK, je suis prêt à aller en Europe ou prêt à aller professionnel, ça serait bien. Bien sûr, c'est difficile de voir. Maintenant, je peux pas prédire que si cette ligue-là va être super bon ou si ça va être super mauvais. Alors, je sais pas à quel point la qualité va être bonne, mais j'espère que ça va être bien puis que ça va donner les jeunes joueuses de BC une opportunité à jouer, parce que une grosse plainte ici, c'est que surtout au niveau de jeunes, il n'y a pas trop de filles, juste de joueuses de BC, peut-être à ce qu'ils espèrent envoyer. Bien sûr, il y a le programme Rex avec Whitecaps ici qui est assez controversé sur les deux côtés. Il y en a qui vivent avec, il y en a qui le détestent à mort. Et puis, alors, c'est une question difficile à voir, mais si ça teste les jeunes joueuses bien, puis si ça donne une autre opportunité, puis
quand la CanPL féminine, si ça vient, c'est notre outil à complémenter ça pour donner plus de portes. Parfait, merci Alex. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Honnêtement, j'ai bien aimé les discussions que nous avons eues. C'est toujours intéressant. Surtout, Josh, tu nous apportes l'expérience et Alex, tu nous apportes le point de vue de l'autre côté du pays. Donc, j'ai vraiment apprécié. Une façon gentille que de dire que je suis vieux. Non, c'est une blague. Mais je veux dire, Georges, pour de vrai, tu sais, on sait tous que tu as eu beaucoup d'expérience dans le soccer féminin en tant qu'entraîneur. Et je veux dire, même là, tu nous as parlé que tu avais été impliqué dans le projet de ligue semi-professionnelle. Donc, ça nous apporte vraiment une sagesse supplémentaire sur le point de vue. Puis, je disais, des fois, on est très enthousiaste, par exemple, sur CanPL féminine et tout. Puis là, ça nous ramène un peu sur terre. Puis, j'apprécie beaucoup. Donc, je voulais vous remercier pour avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et de toute façon, il y a le match de l'équipe nationale féminine qui s'en vient le 14 avril. Et je crois que c'est 14, oui, à Vancouver. C'est 14 à Vancouver si c'est pas annulé. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. Il y a aussi 2 matchs d'équipe masculine à Victoria si c'est pas annulé. Ça, j'en doute fortement. Je pense même si ça va sortir demain le podcast, demain de ce qu'on. Ouais, je pense qu'il y a supposément. Ils vont faire une conférence de presse demain, j'ai vu alors. C'est ça, j'ai vu quelque chose justement passer dans le fil Twitter qui disait aucune annulation pour le moment présent. Alors, je pense que c'est le soccer, c'est ça. Ils essaient de éviter d'annuler des choses pour le moment. Mais ouais, je viens juste de voir sur mon Twitter aussi qu'ils vont avoir une annonce qui vient demain matin concernant leurs équipes. Alors, je pense que ça va concerner les moins de 23 ans. Les moins de 23 ans, les 2 matchs seniors et tout ça, parce qu'ils sont tous les 2 vont jouer en mars. Ah, c'est vrai, les moins de 23 ans masculins, il y avait ça commence. Les États-Unis, ils ont commencé à s'entraîner genre mardi, je pense, ou lundi, quelque chose comme ça. Ah, j'étais pas au courant. C'est vrai que les moins de 23 ans masculins, ils devaient avoir l'annonce hier pour hier, le mercredi 11 mars, pour le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques. Puis là, ça a été reporté, puis toujours pas de liste. Donc, c'était reporté à aujourd'hui, puis ils ont reporté à nouveau. Ouais, il y a beaucoup d'informations avec ce qui se passe avec le coronavirus. Il y a beaucoup d'incertitudes pour tous ces matchs et ces compétitions. De toute façon, on va suivre avec attention. Puis je sais que vous êtes actifs sur Twitter, donc Twitter, si on manque une info, c'est catastrophique. Donc, je vous remercie à nouveau. Georges, est-ce que tu peux nous rappeler comment te joindre, présenter ton site et ton blog et ton Twitter, s'il te plaît? Oui, donc mon Twitter c'est JOSanchez65 et mon blog, c'est SoccerCoach65 sur Weebly. Puis, et vous pouvez trouver le lien aussi sur mon bio de Twitter. C'est vrai, je me rappelle, je l'avais vu, ouais. Et toi, Alex, comment on peut te rejoindre? Mon Twitter, c'est Alex Gangueruzic. Alex, et puis JANGUERUZIC. J'écris pour mon site Between the Sticks, BTS Van City. J'écris Whitecaps. Pour le moment, j'écris pas Whitecaps parce qu'il n'y en a pas de match, mais généralement, j'écris sur les Whitecaps, l'équipe Canada, masculin, féminine, les deux, type CanPL, football canadien. Et puis même, depuis les derniers temps, on a un écrivain à Montréal qui écrit en français. Alors, pour les francophones ici, on a aussi des fois, de temps en temps, des articles en français sur le soccer national canadien et aussi l'impact. Et parfait, je te remercie. Donc, à mon nom, au nom de Hadi et au nom de Culture Soccer, je vous remercie et bonne semaine à tous. Bonne semaine.